Rebonjour tout le monde, ici Pharaoh Sagus et Udgard Lodbrok et Yushibi Enders. Nous sommes sur Starfield actuellement avec mon personnage de la New Game Plus. Je suis dans le bar de l'Euphorica à Néon à côté de Danny Garcia. Et on va continuer donc à discuter de ce qu'on pense de Starfield. Cette fois, on va arriver sur un sujet très important, sujet apprécié par beaucoup, gros sujet de hype, tout ce qui est lié à l'espace, la construction de vaisseaux, le dogfight, le gameplay en général, les types de vaisseaux ennemis, bref, la totale. Donc c'est pas compliqué, nous avons un expert sur les vaisseaux actuellement dans cette conversation, qui n'est d'autre que Udgard. Il faut savoir que la construction de vaisseaux, pour commencer là-dessus, Udgard en parlera plus que moi, c'est un jeu dans le jeu. Ça veut dire globalement que la construction de vaisseaux, c'est la chose la plus aboutie dans le jeu. Clairement, je vous ai cité toutes les corporations avant, elles servent majoritairement à ça. Elles servent majoritairement à ça, clairement. Il y a facilement une dizaine de corporations uniquement pour les vaisseaux. Il y a des vaisseaux de classe C, de classe A, de classe B. Il y a même des vaisseaux de classe M qui sont pas pilotables, mais bon, ça, les modeurs les rendront pilotables un jour. Donc voilà, clairement, à partir du moment où les cheaters ont réussi à rendre pilotables les stations spatiales, je m'inquiète pas trop. Donc... À quand Lucie Vigilance? Ouais, oui. Ouais, voilà. Donc, clairement, de mon avis, la construction de vaisseaux, c'est le plus gros point de Starfield. C'est très abouti, c'est très intéressant, il y a énormément de possibilités. Alors oui, des fois, certains joueurs vont s'énerver parce qu'il y aura des erreurs, parce que le jeu a quand même des limitations. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un réacteur, vous ne pouvez pas avoir plus d'un bouclier, vous devez avoir tant de trains d'atterrissage par rapport à la masse. Bien sûr, mais ces limitations sont là pourquoi? Elles sont là pour éviter de faire un vaisseau trop cheaté. Et je vais vous dire, les joueurs ont déjà réussi à faire des vaisseaux trop cheatés pour l'IA, malgré ces limitations. Et en plus de ça, maintenant il y a les mods qui retirent ces limitations, donc après tout, pourquoi pas partir dans un délire total. Franchement, la construction de vaisseaux, c'est simple, c'est pour moi l'argument qui fait que Starfield deviendra dans le futur un jeu culte et un jeu inoubliable, parce que pour moi il a la meilleure construction de type d'engin que j'ai vu dans un jeu vidéo. Et j'en ai vu des constructions de tanks, des constructions de bateaux, des constructions de vaisseaux, des constructions de robots à la Fallout 4, j'en ai vu. Mais la construction de vaisseaux de Starfield, elle est absolument incroyable. C'est pas compliqué. Si le DLC Automatron de Fallout 4 était aussi complet que la construction de vaisseaux, personne n'aurait craché sur le DLC. Ça va pas plus loin. Franchement, masterclass. Mais je vais laisser la parole à l'expert nous parler de la construction de vaisseaux de lui-même. Vas-y, Udgard. Donc globalement, pour tous ceux qui ont commencé à Starfield et qui ont joué un petit peu, qui ont commencé à tâtonner la construction de vaisseaux, vous avez remarqué que ça se divise globalement en plusieurs catégories. Il y a tout ce qui est quartier habitable, tout ce qui est coque du vaisseau, réacteur, moteur, astrodrive, les armes, les cockpits, toutes les parties essentielles du vaisseau. Et à partir de là, vous avez des classes de vaisseaux. Donc les classes de vaisseaux dépendent de votre compétence de pilotage, qui vous permettront, quand vous l'améliorez, de globalement conduire des classes plus élevées. Le niveau 1 étant A, le dernier niveau étant C. Après, il y a les classes M qui sont pour l'instant pas touchables, mais les modeurs vont résoudre le problème. À mon avis, d'ici maximum un mois, on va pouvoir conduire des vaisseaux de la taille, je sais pas, je peux pas dire de l'étoile noire, mais d'un Star Destroyer, sans problème. Oui, ça c'est clair. C'est pour une simple et bonne raison, comme le disait Pharaoh, ils ont déjà pété les limites du jeu, les modeurs. C'est pas pour rien que j'ai une frégate de l'UNSC de Halo qui fait 170 mètres sur ma sauvegarde. Elle dépasse du spatioport, mais bref. Globalement, le jeu fonctionne d'une manière très simple, c'est qu'il y a une allocation de puissance qui est déterminée par les armes que vous équipez, si vous équipez ou non un générateur de bouclier, ça c'est quand même laissé en général au choix du joueur, et aussi qui dépend de la classe de votre réacteur. La classe C vous donnant le réacteur qui produit le plus d'énergie. Ces unités d'énergie, après, vous les relocalisez dans tel ou tel truc, si vous voulez plus d'armement. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment lorsque vous conduisez. Donc, globalement, ça marche comme un Lego géant, le système de création.
c'est ce qui vous permet vraiment de faire absolument n'importe quoi. Genre, vous pouvez tout aussi bien juste prendre un vaisseau que vous avez soit capturé, soit acheté, et vraiment l'améliorer tel qu'il est, par exemple, lui rajouter des petites extensions, ça, ou vous pouvez carrément wipe un vaisseau, mettons vous capturez un vaisseau, vous mettez sur le modificateur de vaisseau, vous wipez totalement le vaisseau et vous en créez un à partir de rien, vous créez vraiment votre vaisseau, votre base, à partir du slot en gros que ça prend dans les vaisseaux que vous avez. Et à partir de là, vous faites tout et n'importe quoi. Genre, il y en a, ils ont déjà fait les Faucons Millennium de Star Wars, il y en a, ils ont fait le Normandie de Mass Effect. Vous avez vraiment une liberté. Après, il n'y a pas autant de détails c'est pas autant détaillé que par exemple si vous avez des courbes ou autre chose à faire, par exemple sur un vaisseau, par exemple les limiteurs vaisseaux qui a des courbes, ça reste quand même assez cubique, on va dire, dans la mise en place des pièces, parce que comme je vous dis, c'est comme si c'était un Lego géant en soi. Mais même avec ça, vous avez moyen de faire des trucs de fou furieux, rien qu'avec ce que le jeu vous donne. C'est pour ça que moi j'ai passé des heures et des heures à customiser des vaisseaux. Je suis un grand malade de ça. Moi, on me dit tu peux customiser tes vaisseaux, grand fan de saga comme Halo, comme Mass Effect, enfin. On peut pas me dire tiens constructeur de vaisseau et pas que je m'amuse à trifouiller là-dedans pour faire des vaisseaux de mes franchises préférées. C'est totalement possible. Bon, à une échelle bien sûr limite parce que le créateur de base a ses limites, mais si vous vous amusez à modder, puisque la communauté des modeurs c'est plein de fous furieux, ils ont déjà sorti tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire des vaisseaux qui cassent les limites du jeu. Hein. Franchement, vous avez vraiment moyen de faire absolument tout. C'est génial. Donc, c'est vraiment un créateur poussé. Moi, le créateur de vaisseau m'a bluffé. Hein. Surtout que moi, Faro le sait, tout ce qui est les constructions, les CIA, je veux dire, on avait un peu le même principe avec Automatron dans Fallout. C'est pas pour autant que j'ai passé 50 heures à créer un robot. A contrario, 50 heures à créer des vaisseaux, je les ai pas vus passer. Et même encore là, parce que bien évidemment avec ce créateur de vaisseau et la communauté de Starfield vient toutes les vidéos, les screenshots de ah bah tiens telle personne a fait tel vaisseau, telle personne. Et moi ça me donne encore des idées et je me dis tiens il va falloir que je libère de la place dans mes slots de vaisseau pour en faire un autre. Donc du coup je sais que j'en aurai jamais fini avec le créateur de vaisseau et encore moins avec les modeurs qui ramènent leur sauce et qui vont nous donner encore et encore plus de liberté au fur et à mesure des mois et des mois de modding sur ce jeu. Il y a pas en fait, c'est juste il y aura pas de limite en fait. Le peu de limites que le jeu vous impose, elles vont plus exister d'ici quelques mois. C'est ce qu'il faut vous dire avec le créateur de vaisseau. Donc, vous allez vraiment pouvoir vivre vos fantaisies les plus folles en termes de vaisseau spatial pour peu que vous ayez un peu d'imagination et un peu de patience. Donc franchement, amusez-vous. Franchement, c'est vraiment un gros bac à sable dans lequel vous allez pouvoir vous amuser tous les fans de vaisseaux spatiaux. Voilà, du coup, à vous de balancer votre ressenti sur la création de vaisseaux, messieurs. Moi, je l'ai un peu dit déjà à mon avis, donc je laisse Ushibi en parler, parce que c'est vrai que lui, il en a fait déjà quelques-uns. Ben, moi, personnellement, je pourrais pas expliquer mieux. Et je dirais, vraiment, là, pour le coup, je rejoins complètement Utgard. La construction de vaisseaux est très propre, très bonne et à mon sens très équilibrée. À partir du moment où on part du principe qu'on reste dans les limites du jeu pour éviter que ça soit trop cheaté, les limitations qui sont imposées et qui pour certaines sont, on va dire, compensables avec des compétences, sont parfaitement bien dosées pour pouvoir être extrêmement puissant. N'est-ce pas, Faro, et ton vaisseau avec tourelle automatique. Ouais, mon Shogun Tortue, oui. Voilà, ton Shogun Tortue, là. Donc, il y a vraiment moyen de faire grand chose. Après, en ce qui concerne justement la créativité, etc., alors, vivement le dev kit, vivement les modeurs, pour pouvoir pas faire des vaisseaux ressemblants au X-Wing, mais pour pouvoir faire le X-Wing, par exemple, pour ceux qui veulent, pour pouvoir vraiment faire les vaisseaux qu'on veut avec de nouvelles types de pièces et pour pouvoir s'immerger. Enfin,
rajouter un petit peu des autres univers dans cet immense bac à sable qui est Starfield. J'ai adoré. J'adore et j'ai hâte d'enfin faire un classe C, parce que moi pour l'instant j'en suis qu'au classe B. Donc c'est-à-dire en gros la deuxième classe de vaisseau. La classe supérieure c'est la classe C. Je crois pas qu'il y ait une classe supérieure. Le classe M, mais il est pas accessible. Oui. Il n'est pas accessible pour les joueurs. Mais ça, je sens que ça va finir par. Je sens que ça va arriver soit dans un DLC, soit dans une extension, soit via un mode. Je sens que ça va arriver. Bah, via les modes, je pense bien, mais c'est vrai que pour des vaisseaux de classe, enfin, des vaisseaux de plus de 80 mètres, étant donné que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rudgard, les tiens, quand dépassent du spatioport, pour plus de logique, il faudrait que ça soit un mix entre un avant-poste et un vaisseau. Que ça soit un espèce de croiseur ou une station spatiale. Ce serait très cool qu'ils rajoutent ce genre de système par la suite. Ce serait vraiment genre l'absolu. On pourrait pas, enfin je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus haut encore. Mais ça pour le coup, ça y est pas encore. Donc voilà. Mais non, franchement, je suis plus que satisfait et je suis encore très impressionné. Mon seul regret serait que les mechas ont été bannis. Bon, ça fait partie du lore, mais globalement, les seuls mechas qu'on verra dans le jeu, ce seront des cadavres. Il n'y a pas de véhicule terrestre. C'est, à mon sens, plus la déception. Et comme justement les véhicules terrestres, c'est ce qui se rapproche le plus des vaisseaux, je vois pas où le placer ailleurs. Donc c'est ma petite déception, c'est qu'il n'y ait pas de véhicule terrestre, du moins pour le moment. Mais par contre, en ce qui concerne les vaisseaux, rien à dire. Ouais, rien n'empêche justement Bethesda de sortir une extension où ils finissent par réinstaurer la loi des mechas et qu'il y a une entreprise de mechas qui ouvre et puis qu'on peut créer son propre mecha justement avec le même constructeur de vaisseau. La renaissance de Gagarine. Ouais, la renaissance de Gagarine, effectivement. Donc c'est vrai que ce serait intéressant. On vous a pas parlé de Gagarine, mais c'est vrai que c'est aussi une faction en plus, étant donné que c'est une corporation à elle toute seule. Merci. Alors c'est pas une corporation techniquement, c'est une planète. Ça, c'est une ville sur une planète, mais c'est là où il y avait tous les principaux mechas qui étaient construits. Je crois que c'était les mechas de l'UC. Oui. Mais oui, alors parce qu'il y a aussi plein de petites villes. On a parlé un peu des grandes villes. On a parlé de Néon, d'Aquila, de tout ça, mais on n'a pas parlé des Gagarines, c'était Nouveau Départ, Uptown. Donc il y a aussi plein de petites villes. Le jeu a de quoi faire. Voilà. Pour ce qui est de des dogfights, des batailles spatiales. Donc pour les batailles spatiales, c'est pas compliqué alors ça je pourrais vous montrer le vaisseau de la New Game Plus au même moment. Spoil pas. Ouais, tu as raison. Alors merde, j'ai perdu la souris. Ok, bon, j'ai plus de souris. Ah mince. Prends ton chat, attrape-le. Non, pas grave, je me débrouille avec les commandes du clavier. Donc, le vaisseau, c'est simple, il fonctionne sur un système on peut avoir 3 armements sur le vaisseau. Et en plus d'avoir 3 armements sur le vaisseau, c'est un système comme le disait Maf dans son stream, c'est un système qui est assez proche de FTL. Donc, le fait qu'on aura de l'énergie, et il faut en fait dispatcher l'énergie dans plusieurs parties du vaisseau justement pour pouvoir le rendre viable. Donc, par exemple, mon vaisseau il est là-bas. On le voit, il est tout au fond là-bas. Je crois que je vais éviter de faire ça. Oui, tout simplement. Je vais tout simplement faire un voyage rapide sur le vaisseau. Et puis juste aller dans les airs pour montrer un peu in-game à quoi ça ressemble. J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Je voudrais vous parler quand vous aurez un moment. Et c'est parti. Voilà mon vaisseau par exemple, qui est donc un stiletto de l'éclipse à la base, que j'ai complètement modifié, que j'ai rajouté un étage pour avoir un quartier haut. On dirait une petite navette, c'est assez sympa.
Mais à ne pas sous-estimer, c'est un vaisseau de guerre. Donc là, en fait, nous avons six capacités. Nous avons le moteur. Par exemple, si je mets le moteur au maximum, mon vaisseau peut atteindre une vitesse de 67 et de 68. Ça, c'est parce que mon vaisseau est extrêmement lourd. Les boucliers, le système d'astromoteur pour pouvoir... bref, c'est l'hyperespace, quoi. Et après, on a les armes. Donc globalement, j'ai une arme laser, mes armes automatiques et les missiles. C'est comme ça que fonctionne le système de Starfield. C'est un excellent système qui a fait ses preuves, en tout cas. Au début, on aura l'impression que le gameplay spatial est pas super top, mais en fait, ça fait partie de la mécanique RPG. Oula. Ça fait partie de la mécanique RPG, justement, où plus vous améliorez vos compétences de vaisseau, plus il est maniable, plus il est facile à piloter, plus il sera puissant et résistant et rendra les combats spatiaux beaucoup plus faciles. Parce que pour vous montrer l'arbre de compétences qui est absolument dingue sur Starfield, c'est qu'on a un arbre complet de compétences uniquement pour le vaisseau spatial. Voilà. Ce qui est quand même assez bluffant de se dire qu'un cinquième du jeu a été consacré uniquement pour les vaisseaux. Donc ça, c'est clairement pas à sous-estimer. Personnellement, si vous galérez, c'est simple, vous mettez juste celui-là. Vous mettez juste celui-là, le pilotage, qui va faciliter la conduite du vaisseau et qui vous permettra d'acheter les vaisseaux les plus puissants du jeu, ce qui fait que moi, vous n'aurez pas trop besoin de vous faire chier à monter des appareils ou ce genre de choses. Vous achetez un vaisseau net comme ça, ce sera pas compliqué. Franchement, le combat spatial est quand même très agréable. Par contre, dès que vous affrontez plusieurs ennemis en même temps, c'est vrai qu'il peut être très compliqué. Ceux qui trouvent que le combat spatial est galère, ils n'ont pas testé le gameplay des tourelles automatiques, ils n'ont pas maxé leur pilotage au maximum, ou tout simplement, ils ont un vaisseau trop lourd, ce qui fait qu'ils galèrent à tourner. Parce que oui, hein, dans Starfield, la masse est importante, les canons que vous avez est important, le réacteur est important, l'astromoteur est important si vous voulez explorer toute la galaxie. Starfield a un immense sens du détail. Donc, maintenant que nous avons fini avec ça, je pense que nous pouvons parler du gunfight. Et oui. Udgerd, vu que tu es notre spécialiste des FPS, toi qui as plié les Metro, les Stalker, les Wolfenstein, les Doom, je te pose la question en premier. Comment trouves-tu les sensations de gunfight de Starfield ? Alors les sensations de gunfight sont vraiment sympas, je trouve. Alors c'est pas... comment dire ? La dynamique des armes, c'est pas la même que dans un jeu qui se veut un peu plus réaliste, comme un métro ou autre chose. Mais reste tout aussi simple. Je trouve que la dynamique des armes s'intègre vraiment bien dans l'univers de Starfield. Elle aurait du mal à avoir sa place dans un autre jeu, mais dans Starfield, la dynamique, franchement, elle est sympa. Dans le sens, c'est une dynamique de jeu qui fait que les armes sont agréables à utiliser, sans pour autant que le réalisme soit poussé au maximum. Le sound design est vraiment sympa, les armes en elles-mêmes sont plus que sympathiques pour certaines, pour moi, franchement. Et surtout l'attention au détail qui est portée lors des phases de non-gravité. Ça, j'avais vu ça à l'époque dans les trailers de présentation des Starfield et tout ça, et j'étais assez bluffé, et l'expérimenter en jeu, c'est d'autant plus impressionnant. Je prends un exemple, Faro, là, il a une arme laser dans les mains. S'il va utiliser ça en étant en zéro gravité, comme c'est une arme laser, elle n'a pas de recul. Donc en soi, il n'y a pas d'inertie qui est créée, donc il ne va que très peu ou pas bouger. Par contre, mettez-lui une arme balistique, une arme qui a un recul défini par la propulsion du projectile et tout ça, par la poudre. Vous le mettez en 0G, vous allez voir qu'il va tirer, il va reculer. Et moi, je me suis tapé des barres en faisant des fights comme ça, en essayant de capturer un vaisseau par exemple, où j'ai reculé en ligne droite dans un couloir, j'ai reculé sur 20 mètres parce que j'étais en train de tirer avec ma Kalash, et que le recul, produit par l'arme balistique, me propulsait en arrière en fait. Et du coup, j'étais
j'étais partagé entre essayer avec mon jetpack de me propulser en avant pour rester dans le fight et me faire propulser en arrière par le recul. Et je trouve ça extrêmement drôle et extrêmement bien foutu. Après, c'est pas un des c'est pas un des guns, le gunplay est pas non plus les plus nerveux, mais c'est pas plus dérangeant que ça. Le truc en revanche qui moi me dérange un peu, c'est le principe des éponges. C'est-à-dire que nos ennemis se retrouvent très vite relativement à être des éponges à balles en fait. Dans le sens où, à moins d'arriver à un certain moment où on a des armes et tout qui commencent à faire le taf, pendant un bon moment, moi je me suis retrouvé avec cette sensation que j'ai beau vider un demi-chargeur dans la tête du mec, il perd pas un quart de PV. Enfin, j'extrapole, mais c'est ce sentiment que l'ennemi est une vraie éponge à balles et pas d'avoir de dégâts réels, de réel impact des armes. Bon, après ça c'est la dimension RPG qui fait ça. Moi qui suis habitué à des jeux comme à la métro, où justement par exemple dans la métro, une tête c'est une tête, hein, le mec tu mets une tête c'est séché net et puis on n'en parle plus, ou à la Ghost Recon par exemple, et de retrouver cette dimension RPG des armes, ça m'a rappelé un petit peu au début de Fallout 4, enfin de n'importe quel Fallout. Au début, c'est vrai que les ennemis se trouvent très vite, vu qu'en général on a des armes basiques de début, les ennemis se retrouvent très vite à creuser l'écart avec vous et à devenir un peu des éponges à balles. Et c'est un petit peu cette sensation qu'on retrouve dans Starfield. Bon, après, ça reste un RPG, puis c'est un jeu Bethesda, donc que ça passe d'un jeu à un autre, en soi, c'est compréhensible. Mais c'est juste ce léger petit aspect d'éponge à balles qui me gêne un petit peu dans les gunfights. Sinon, en soi, franchement, c'est agréable. Ça se joue tranquille. Hein. Franchement, c'est sans problème. Encore, le côté éponge à balles finit par disparaître avec les compétences et puis les modes d'armes, donc ça va. C'est surtout oui, que si on focus pas le côté gunplay, parce qu'imaginons moi par exemple, hein, je peux ouvrir mon arbre de compétences hein, en 150 heures. En 150 heures, si je vous regarde, j'ai quasiment aucune compétence au niveau du CAC, à part au niveau des armes laser, parce que je me suis focus sur la persuasion, j'ai focus sur le vaisseau, j'ai focus sur la construction d'avant-poste, donc forcément, je ressens beaucoup plus ce côté éponge à balles. Mais ça, en vérité, ça va. En vérité, avec tout ce que le jeu t'offre comme gameplay, c'est intéressant. Donc avant de donner la parole à Yushibi, je veux quand même donner des choses importantes qu'il faut noter, et que les gens oublient de prendre en compte quand ils parlent du gunfight, c'est qu'en général, les gens qui critiquent le gunfight, ils ont 5 heures de jeu, ils ont testé le Grendel, ils ont dit c'est bon, le gunfight est pourri. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que chaque arme a sa propre sensation sur Starfield, et je reconnais que le Grendel, c'est genre l'une des pires armes du jeu, donc ça n'aide pas, déjà pour commencer. De deux, il ne faut pas oublier qu'il y a les drogues, qui boostent les dégâts, qui boostent les résistances, qui boostent les sauts, qui permet justement d'augmenter les dégâts et autres, ça ce n'est pas à négliger. Hein. Le principe des buffs dans un RPG c'est très important. Il y a aussi le fait qu'on peut avoir des malus de statut, mais ça j'en reparlerai dans le contenu annexe, des malus de statut qui peuvent faire que vous faisiez moins de dégâts, par exemple vous avez un bras brisé, vous avez une jambe cassée ou ce genre de choses. Il y a aussi les pouvoirs astriens, ça vous les verrez par vous-même, mais les pouvoirs astriens sont très très intéressants et ça donne une nouvelle dimension au gunfight dans Starfield. Et nous avons comme armes les armes au corps à corps, les armes à laser, les armes à particules, les armes balistiques, les armes lourdes, mais aussi, et ça ce n'est pas à négliger, il y a aussi les armes magnétiques, qui sont un espèce de mixte entre une arme laser et une arme balistique. Et ça, je peux vous garantir que ça roxe du poney, hein, ça s'appelle la marque MAG, tout simplement. Les Mag Shot, les Mag Shear, les Mag Storm par exemple, et ce sont des armes extrêmement qualitatives, extrêmement puissantes, mais qui consomment énormément de munitions. Clairement, pour moi, le gunfight de Starfield, c'est l'un des meilleurs gunfights pour un RPG. Voilà, pour un RPG. Donc ça veut dire que les RPG en vue à la première personne, il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'y en a pas tant que ça. Il doit avoir les Stalkers, mais bon, ça commence à vieillir. Il y avait Atomic Heart, mais qui justement a un moins bon gunfight que Starfield. Il y avait Fallout qui commence à
à dater, Outer World qui se fait rouler dessus par Starfield en termes de gunfight sans difficulté. Éventuellement, il y avait Cyberpunk, mais Cyberpunk c'est pareil, Cyberpunk il te faut 40 heures de jeu axé sur une arme pour que le gameplay soit dynamique, donc c'est finalement exactement le même problème que Starfield. Alors peut-être que la mise à jour du 26 rendra le gunfight de Cyberpunk supérieur à Starfield, mais il faut pas oublier que c'est une mise à jour qui a pris 3 ans à être faite, et une mise à jour qui inclut majoritairement l'IA et le gunfight. Donc bon, faire doubler presque le développement de ton jeu uniquement pour ça, c'est pas non plus la meilleure comparaison possible. Voilà. Je laisse la parole à Yushibi sur le gunfight avant de parler du sujet suivant. C'est vrai que c'est l'inconvénient de passer en troisième, c'est que du coup, malheureusement, comme on est assez d'accord sur beaucoup de sujets tous ensemble, on dit à peu près les mêmes choses, donc je vais faire un peu plus court. Mais globalement, oui, les sensations sont folles. Oui, se battre en 0G avec une arme balistique, c'est hilarant. De toute façon, être en 0G dans le jeu, c'est juste déjà kiffant. Mais alors, se battre avec, c'est trop cool et c'est bien, et c'est vraiment bien fait. Moi, à la limite, j'en profiterai pour dire que moi personnellement, j'apprécie la diversité à la fois des armes et aussi des différentes munitions. Tu m'avais dit, cher Faro, que certains n'appréciaient pas le fait qu'il y ait beaucoup de munitions différentes. Moi, je trouve qu'au contraire, ça permet de se focus et à la limite, toujours avoir quelques armes dans son vaisseau. Et quand on commence à être en rade d'un certain nombre de munitions, sachant que ça va, les munitions ne pèsent rien, on peut se balader avec 3000 balles sur soi. Ça va, c'est pas si dérangeant que ça. Et je trouve que ça permet justement de se trouver à chacun un build qui nous convient le mieux. Et Dieu sait que il y en a des manières de jouer, des manières de faire du gunfight qu'on préfère foncer au corps à corps avec arme au cac ou au fusil à pompe. Mention spéciale au fusil à pompe à répétition. Les 24 coups de fusil à pompe dans la tête du gars, il les sent passer et franchement... je prends du plaisir à faire ça alors que pourtant j'aime pas les pompes à la base. Le côté sniper aussi, toutes les fois où j'arrive devant un avant-poste et plutôt que de foncer au cac, je me cale dans un coin bien caché avec un fusil avec silencieux et même sans silencieux d'ailleurs. Si on est assez loin avec une bonne furtivité, ils nous repèrent pas. Ils tirent quand même vers là où ils entendent le bruit mais sans nous repérer directement. Ce qui fait que du coup on peut enchaîner les attaques furtives. Donc un fusil de précision, c'est très sympa. C'est très sympa. Une petite colline en hauteur bien éloignée, vous enchaînez les attaques furtives et vous prenez que 10 balles dans la tête. Donc ça va. Non, franchement, il y a plein de manières de jouer au gunfight et toutes sont plutôt bien faites. Et c'est vrai que moi non plus, j'ai toujours pas mis de points de compétence dans rien du tout, hein, dans tout ce qui est combat ou même d'ailleurs dans la santé. J'ai rien du tout. Moi, j'ai tout maxé dans le reste, dans les vaisseaux, dans les avant-postes et tout. Et pourtant, malgré le fait que ça soit un peu long à recharger, etc., parce que j'ai pas maxé là-dedans, franchement, moi, je prends beaucoup de plaisir. Bon, maintenant qu'on a fini ce sujet, je vais laisser Yushibi parler de la construction d'avant-poste parce que j'ai pas grand-chose à dire dessus. Udgard l'a pas touché et moi j'ai pas assez d'expérience dessus, donc je vais laisser parler Yushibi de la construction d'avant-poste et on parlera du point final qui est le contenu annexe avant de parler de quelques derniers sujets avant de mettre fin à la vidéo. La construction d'avant-poste, l'un de mes trucs préférés, notamment déjà dans Fallout 4, très différent. Par rapport à Fallout 4, là on est vraiment sur on va coloniser d'une certaine manière un territoire. Ces avant-postes ont plusieurs utilités, on peut y faire sa maison, on peut placer des structures, placer des lumières, du mobilier, des décorations, on peut ramener nos objets, nos babioles, si on a envie de faire un bureau avec plein de dossiers dessus, on le fait. Si on n'a pas parlé des romances, Non mais ça c'est le contenu annexe. Ah on en parlera après. Mais du coup je rajouterai ce petit détail par la suite que j'avais en tête. On peut se poser sur une lune complètement désertique mais avec des ressources très intéressantes afin
de construire des extracteurs avec et du stockage afin de récupérer les ressources pour éviter d'aller les chercher à droite à gauche, d'aller miner soi-même ou d'aller les acheter. Donc on peut faire pas mal quelques petites choses sympas. On est quand même malgré tout limité, c'est pas le cœur du sujet. Le développement des avant-postes n'a pas été, en tout cas pour ce que j'en ai vu, j'ai pas encore le maximum de ce qu'on peut avoir avec les avant-postes. Je n'ai pas non plus testé les projets spéciaux. J'ai débloqué la compétence, mais bon, j'ai beaucoup de choses à voir dans ce jeu. Je peux pas tout maxer non plus. Donc je sais qu'il y a encore quelques petites choses qu'il faut que je voie. Mais globalement, en ayant 2 niveaux de modules, enfin 2 niveaux de compétences dans les avant-postes, c'est intéressant, c'est très sympa. Ça permet de compenser aussi les appartements, enfin les logements dans le jeu qui sont pour certains relativement décevants. Donc là on peut se poser sur une planète qu'on aime bien, dans un cadre qu'on aime bien et faire sa maison un peu comme on veut. Je pense qu'avec le modding ça rajoutera d'autant plus de possibilités. À noter qu'il y a aussi le système de liaison qui est un système très sympa. Parce que contrairement à Fallout 4 où il suffisait d'une caravane pour relier automatiquement 2 colonies, là on part vraiment sur un vaisseau. Donc une piste d'atterrissage sur, par exemple, j'ai un avant-poste sur une planète où j'ai un petit peu, on va dire, ma base principale, et une autre planète qui me sert juste pour récupérer de l'aluminium et de l'hélium, par exemple. Je mets un poste de liaison entre les deux. Je renvoie, je lie les extracteurs ou les stockages vers le centre de liaison, par exemple, donc de ma base d'extraction. Et un vaisseau va venir récupérer les ressources et les amener. Et ce va-et-vient constant va donner déjà beaucoup de vie, je trouve, à l'avant-poste. Parce que là, on a vraiment le vaisseau qui, à chaque fois, débarque sur la planète, se pose, reste un petit moment avant de repartir. Les ressources, donc, du coup, on s'accumule jusqu'à une certaine limite. Petit inconvénient, par contre, c'est que on a beaucoup de place pour faire nos avant-postes. Mais quand on commence à jouer avec les liaisons, là la place on va en manquer. Les liaisons, c'est quand même des... Bon, c'est pas des très grosses places de garage, mais ça prend quand même pas mal de place. Alors quand on commence à vouloir tout centraliser au même endroit, très vite l'avant-poste où on veut tout centraliser ressemble plus à un parking géant. C'est clair. C'est un petit peu chiant. Au début, quand j'ai vu les avant-postes, j'ai fait ça va, on a de la place. On est tranquille. Après, quand j'ai vu effectivement la taille du spatioport aussi, parce qu'on peut d'ailleurs créer donc son endroit, enfin pas son son spatioport d'une certaine manière, sa place où le vaisseau va se poser directement dans la base plutôt que de se poser dans la pampa, avec un modificateur. Avec un constructeur de vaisseau intégré, ce qui est très sympa, parce que ça permet d'aller chez soi et de faire les modifs directement depuis chez soi. Mais par contre là aussi ça prend énormément de place, et au final cette accumulation de structures qui prend beaucoup de place est un peu frustrant. Surtout quand on aimerait faire une base principale, où on centralise un peu tout, et les bases d'extraction qui n'ont pas besoin d'avoir autant d'espace. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter par rapport à ça? Bon, à part aussi que les avant-postes permettent aussi de placer des ateliers divers et variés, de servir aussi de stockage à tout ce que vous avez envie de collectionner. Vous avez envie de garder toutes les plus belles armures du jeu et de faire une petite collection, une petite salle des trophées. Vous pouvez très bien le faire, et c'est très relativement maniable, si ce n'est la vitesse de rotation des objets qui est par contre plus chiant. Et on peut même pas faire comme dans Fallout où on se déplace en même temps que l'objet, ce qui déplace l'objet en même temps que soi, ce qui fait on a 2 manières de tourner l'objet. Là on en a qu'une, donc et qui tourne trop rapidement, en tout cas pour le PC. Je pense que pour la Xbox ça doit être mieux. Des bugs que j'ai constatés quand je reviens de mon avant-poste et que les objets que j'ai posés, petites décorations, les livres dans les bibliothèques, rentrent dans le sol, enfin descendent d'un cran.
Et malheureusement, le seul moyen de corriger ça, c'est de les resélectionner et de les remettre. Alors quand on a mis, comme moi, 55 bouquins dans une bibliothèque, on n'a pas envie de repasser 20 minutes à les remettre droit. Donc on les laisse comme ça. C'est moche, mais c'est pas grave. Mais bon, ça fait partie des petits bugs à corriger. Donc voilà, je pense qu'on dira pas plus de choses histoire d'aller un peu plus vite quand même. Ah si, on peut se faire attaquer à son avant-poste. Oui, ça c'est Voilà. ça, c'est marrant. C'était marrant. Surtout que je m'y attendais pas, je m'attendais pas du tout. D'un coup, putain, mais c'est qui ces gens qui sont dans mon avant-poste et pourquoi j'entends des coups de feu? Ah, mais c'est l'éclipse. Donc, on va passer brièvement au contenu annexe, histoire qu'on aille un peu plus vite. Parce que en tout, ça dure déjà 1h30, donc on va essayer quand même d'aller un peu plus vite. Parce qu'il nous reste plus que le contenu annexe à parler, plus un petit truc par rapport à Starfield Elgum of the Year, et après on a la conclusion. Donc on va essayer de se dépêcher. Le contenu annexe, c'est tout ce qu'on n'a pas parlé. Et tout ce qu'on n'a pas parlé, alors là, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'aller un peu vite. On commence par les compagnons. Il y a le système des romances. Starfield propose 4 romances. Les romances sont intéressantes. Il y a une véritable conclusion à ces romances. Il y a justement un truc très intéressant au niveau de ces romances. Alors, en tout cas, j'ai la confirmation pour 2 romances sur 4 qu'il y a un mariage à la clé. Après, Mariage qui est très sympa à faire. voilà. En tout cas, du côté de Sarah, il est très bien. Du côté d'Andrea, je ne sais pas. Et Barrett et Sam, je ne sais pas si on peut vraiment se marier. En tout cas, je pense qu'il y a une quête d'engagement. Mais est-ce que c'est un véritable mariage? Ça, j'en sais rien. Franchement, c'est très intéressant comme quête. Ça permet vraiment de se mettre à fond dans le RP du personnage. On a toujours en plus des petits dialogues de flirt. Alors un peu basique le flirt, mais qui est très sympa parce que ça permet d'avoir une véritable relation. C'est quelque chose que Elex avait fait, qu'on pouvait garder on avait justement ce fameux système de relation où notre compagnon et nous, on a quand même ce sentiment que c'est une relation et que c'est pas juste on a fini la quête de romance, on est en couple copain-copain, maintenant on fait plus rien. Voilà. Qui malheureusement est le problème de pas mal de jeux vidéo à ce sujet. Je trouve ça quand même relativement cool ce qu'ils ont fait pour Starfield. Je trouve que c'est une très bonne mécanique par rapport à ça. Je pourrais pas... À noter que même jusqu'à la fin de la quête principale, parce que du coup toutes les romances sont des compagnons qui nous suivent pendant la quête principale, jusqu'à l'arrivée de la quête principale, la romance est prise en compte. Et vers la fin, je dirais pas quoi, hein, et vers la fin, il y a des dialogues uniques par rapport à cet engagement, si vous l'avez. Oui, parce qu'il y a des épilogues. Et ça compte. Et il y a les épilogues. Il y a des épilogues. Oh, oui. C'est le premier jeu Bethesda. C'est le premier jeu Bethesda qui intègre des épilogues. Donc globalement, les épilogues prennent en compte la romance, prennent en compte un choix très important de la quête principale et des choix que vous avez faits durant les 4 grandes factions. Donc globalement, c'est certes assez peu, mais il faut quand même le féliciter parce que Bethesda n'a jamais fait d'épilogue. Donc c'est déjà bien qu'il commence par quelque part. Donc forcément, on va se montrer plus exigeant avec Elder Scrolls 6, étant donné qu'Elder Scrolls 6 va proposer pas mal de choses. Mais au moins, ça prouve déjà qu'il y a un effort commensurable de la part de Bethesda à vouloir retourner avec le RPG. Je profite de parler de l'aspect RPG. Oula, il va avoir... Ça, c'est intéressant à regarder. Il va avoir l'explosion sur Mars. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une animation quand vous allez à Sidonia, ils font exploser une partie de la mine. C'est super intéressant à regarder. Voilà, c'est fini. Donc je disais... on pourra parler, hein, les villes sont très vivantes, hein, comme vous pouvez le voir. sont largement plus vivantes que dans Skyrim et ce genre de choses. Le fait que... Je voulais dire un truc, mais j'ai complètement zappé. Voilà, l'aspect RPG, donc comme je vous l'ai dit, votre classe est prise en compte, vos traits sont pris en compte, le fait qu'on a le droit à 3 traits qui va complètement modifier votre histoire, parce que si vous jouez un enfant de Néon, ou un membre du Sanctum Universum, ou encore un chasseur de primes qui a sa tête mise à prix, vous allez avoir une expérience différente. Et ça, c'est quelque chose qui fait que Starfield est unique, qui
fait que Starfield va s'inscrire dans les meilleurs RPG de cette décennie, tout comme il a été Skyrim, c'est qu'il est unique. Il est unique, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Yoshibi a décidé de jouer un enfant de Néon qui est empathique, donc il a eu énormément de dialogues liés à l'empathie qui l'a grandement aidé. Moi, j'ai plutôt joué un personnage qui souffrait d'un problème d'ADN alien, ce qui fait que j'étais devenu dépendant à pas mal de drogues et ce genre de choses, parce que mon personnage avait un gros malus par rapport à ça. Et j'imagine que Gerd, lui, il avait des traits complètement différents, ce qui lui a apporté des situations différentes. N'est-ce pas, Edgar ? C'est ça. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est le point fort de Starfield. C'est qu'actuellement, Starfield a une vingtaine de traits. Et il y a de tout. Vous pouvez avoir des parents, vous pouvez avoir une maison de rêve, vous pouvez avoir un fan adoré. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que Starfield vient de sortir. Imaginez le potentiel des modeurs et imaginez les DLC, les extensions. Parce que forcément, qui dit extension, on aura certainement un trait de la maison Varun, j'imagine. On aura certainement... Encore un. De quoi ? Encore un, parce qu'on a techniquement on a déjà le trait religieux de la maison Varun qui oui, est très mais utile. là, je pense maison Varun, ce serait plus au niveau de originaire, tu vois. Et ça, ce serait super intéressant de rajouter des traits originaires d'une zone, d'une extension. Ça veut dire que si on crée un personnage exprès pour l'extension, on aurait des dialogues uniques. Et voire même des choix uniques, et ça c'est important. Et ça c'est un truc qui fait qu'il est, pour moi, c'est ce qui fait qu'il est plus RPG que les 3/4 des RPG sortis ces 10 dernières années. Je veux dire, le seul RPG qui proposait un truc pareil, ça a été Baldur's Gate 3, qui est un CRPG. Ça veut dire on est sur le summum du RPG. Et de se dire justement, les gens se moquent de Starfield en le comparant à Baldur's Gate 3, mais je sais pas si vous réalisez à quel point c'est incroyable de comparer Starfield à Baldur's Gate 3. C'est un petit peu comme si t'étais un jeu de stratégie de merde et qu'on commençait à comparer ton jeu de stratégie à Total War tellement que ton jeu de stratégie est bien. C'est pas rien, quoi. Voire même comparer à un jeu Paradox, pour dire. Donc oui, non, ça prouve justement à quel point Starfield il est poussé niveau RPG. Qu'est-ce qu'il y a comme autre contenu annexe qu'on peut parler ? On peut fabriquer de la drogue, on peut être un dealer, et on peut vraiment faire de la drogue et faire de la contrebande d'aurore, c'est assez cool, c'est assez fun. Il y a toute une série de quêtes pour rejoindre Xenofresh et donc devenir un dealer de drogue. On peut, notamment, il y a tout un système de contrebande, on en a parlé avant, où vous avez des soutes blindées, où vous allez vendre de la contrebande par-ci par-là et ce genre de choses. Il y a tout un gameplay au niveau de la contrebande. C'est vraiment super bien foutu. Le système des pouvoirs Astrian, je ne vais pas trop parler pour pas spoiler, mais pour vous dire vulgairement, c'est un peu l'équivalent des cris du dragon de Skyrim. Donc c'est vraiment un gameplay super intéressant. Le système de la New Game Plus, qui est très pertinent, mais je vais éviter d'en parler, j'en ai déjà trop parlé durant cette vidéo. Donc je vais éviter d'en parler pour pas parler d'autres spoilers. Est-ce que vous avez d'autres contenus annexes qui vous viennent à l'esprit ou on peut arriver à la fin ? Le crochetage. Le crochetage DigiPic, un nouveau système de crochetage. Alors, certains vont débattre en disant qu'il est peut-être pas incroyable et autres. Moi, je félicite Bethesda d'avoir pris le risque de changer son système de crochetage 15 ans après. Parce qu'on a le même système de crochetage depuis 2008. Pour moi, ça me fait plaisir de voir un nouveau système de crochetage. Système qui est très sympa. Il est sympa. Pour être sympa, il est sympa, ça. Assez sympa. Faut juste penser des fois à sauvegarder parce que des fois il y a des couilles avec les allumières. Et voilà. Donc autre chose ou c'est bon ? Là comme ça, non. Pour moi, ça m'a l'air bon. Donc maintenant, je vais rapidement parler d'une petite aparté parce que, juste pour vous expliquer mon point de vue à ce sujet, parce que vous allez certainement m'en parler, par rapport au GOTY. Avant de parler de la conclusion finale, de nos meilleurs moments dans le jeu, par rapport au GOTY, je vais juste expliquer un truc très simple. Starfield a tout le potentiel d'être GOTY. Le problème de Starfield, c'est qu'il a pris des risques. Il a pris des risques incommensurables, comme le fait de faire des planètes réalistes, comme le fait de proposer un espace réaliste, ce qui nique l'exploration spatiale. Malheureusement, le risque, depuis 2020, n'a jamais été récompensé. Voilà, déjà, le risque, faire des prises de risque
c'est le meilleur moyen de se faire défoncer la gueule. Un Starfield se fait quand même bien défoncer par certaines personnes et ce genre de choses. La dernière fois que j'ai regardé les évaluations positives de Starfield, il était à 78%, ce qui reste très bien, mais on est très très loin d'un jeu Bethesda classique et autres. Les prises de risque ne sont pas suffisamment récompensées malheureusement. Il y a déjà ça à prendre en compte. Et de deux, Starfield révolutionne les jeux Bethesda grâce à son système d'épilogue, grâce à toutes ses possibilités, grâce au fait que Bethesda a réussi à se renouveler, même si la communauté internet ne sera pas d'accord avec moi, elle a réussi à se renouveler. Mais les gens vont dire qu'ils ne vont pas se renouveler, et beaucoup de gens vont commencer à dire que Baldur's Gate 3 l'a fait. Pourquoi je pense que Baldur's Gate 3 va être facilement Game of the Year par rapport à Starfield? Parce que Baldur's Gate 3 n'est d'autre que le Skyrim de 2023. Ça veut dire que c'est un jeu vidéo dont la majorité des néophytes n'ont jamais joué à un CRPG de leur vie, et ils vont commencer à dire, donc c'est à l'époque, en 2011, une bonne majorité des joueurs n'avaient jamais joué à un action RPG, et ils avaient globalement dit que Skyrim était l'un des meilleurs jeux qui existent, alors que fatalement, une bonne partie des fans est quand même d'accord pour dire que Skyrim, malgré ses notes, est le moins bon des Elder Scrolls. Et malheureusement, quand on traîne un peu sur des sites spécialisés, Baldur's Gate 3 c'est à peu près pareil. Baldur's Gate 3 il est considéré pour les fans de Pathfinder, les fans de Vastland, les gros joueurs de CRPG et les vieux fans de Baldur's Gate comme un jeu bien mais sans plus. Mais une bonne majorité des gens va dire que le jeu est révolutionnaire parce qu'ils n'ont jamais joué à un CRPG et ils vont se dire comment c'est possible de proposer autant de choix et de conséquences alors que fatalement Pathfinder, Wrath of the Righteous ont proposé 10 fois plus. Donc voilà, c'est cette espèce d'ignorance du public qui fait que Baldur's Gate 3 va gagner le GOTY assuré. Je pense notamment à ceux qui disent que Starfield ne révolutionne rien et qu'il est feignant. Je vous inviterai à jouer à Divinity Original Sin 2, d'y jouer 10 heures et de partir sur Baldur's Gate 3 pour constater que c'est exactement pareil de ce côté-là. La seule différence, c'est la mise en scène. Voilà, de nouveau, Bethesda, ils ont un parti pris pour la mise en scène, comme vous le savez très bien. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. Malheureusement c'est comme ça. Ça fait des mois que je dis à Udgard et à Yushibi que je sais que Starfield ne sera pas Game of the Year. Franchement, je ferai une vidéo d'excuses s'il devient Game of the Year. Mais moi j'y crois zéro. J'y crois zéro, vu la tension sur internet, vu comment Starfield s'est fait défoncer pendant des mois avant sa sortie, parce que c'est un jeu Xbox, à cause du rachat de Bethesda et autres. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'il gagne, même si, dans mon cœur, il l'aura gagné largement. Il l'aura gagné largement et ce genre de choses. Vous avez certainement déjà vu ma vidéo sur Baldur's Gate 3, ce que j'ai pensé du jeu. J'ai essayé d'être objectif en me basant sur les anciens jeux, sur les anciens CRPG, en me basant sur l'expérience des CRPG. Et moi, Starfield, je me base sur mon expérience des RPG monde ouvert libres. Donc quand je dis libre, ça veut dire un jeu qui propose autant de possibilités de liberté qu'un jeu Bethesda, comme Kingdom Come Deliverance, comme Outer Worlds. Et on va pas se mentir que là-dessus, Starfield écrase la concurrence, parce qu'un jeu vidéo, un RPG qui est libre dans le sens Bethesda, ça veut dire tu peux ignorer la quête principale, ça veut dire tu peux explorer ce que tu veux, tu peux faire aucune quête secondaire et prendre ton pied pendant 50 heures. Et il n'y a que Bethesda qui est capable de faire un truc pareil, et Warhorse, donc les mecs de Kingdom Come Deliverance. Malheureusement, Kingdom Come Deliverance, ça fait 8 ans qu'on entend leur nouveau jeu. Voilà. Donc voilà, la concurrence n'est pas très là. Donc clairement, ça ne sert à rien de comparer Baldur's Gate 3 à Starfield, ce sont deux jeux radicalement différents. Parce que un est comme j'ai dit, CRPG qui va se focus sur les choix et les conséquences, et il est linéaire. L'autre, c'est un monde ouvert, voire carrément galaxie ouvert avec Starfield, qui te propose de faire un peu ce que tu veux. Si tu veux être contrebandier, tu le veux. Si tu veux être un criminel, tu peux. Si tu veux être un gangster et rester à Néon, tu peux. Est-ce que tu veux te balader dans l'espace et analyser tes planètes comme si tu étais sur No Man's Sky 2, tu peux. Voilà. Le jeu, il n'a pas autant de possibilités de choix et de conséquences qu'un Baldur's Gate 3, mais il a une possibilité d'action et de liberté inégalable dans le jeu vidéo. Éventuellement, il y a peut-être Skyrim qui est à peu près du même level. Voilà, ça c'est la petite aparté que je me réservais. On va donc terminer sur ce qu'on a adoré dans le jeu et ce qu'on a détesté. On va quand même éviter les spoils. Je te laisse commencer, Yushi. Comment ça, c'est moi qui commence?
Alors, ce que j'ai le plus aimé... Ah, c'est compliqué, hein. Alors, je dirais... Je vais me permettre d'en dire 2. Normalement, c'est marqué la chose. Hein. Normalement, on est censé en choisir un. Je vais en choisir 2. Si t'en dis 2, c'est pas grave. Tant que c'est pas un spoiler. La scénarisation, donc l'histoire principale et les quêtes secondaires. Vraiment, la scénarisation, globalement. Et un compagnon. Et un certain compagnon. qui me hante l'esprit. Voilà. Qu'est-ce que t'as détesté sur Starfield? Ah, et qu'est-ce que j'ai détesté? Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai détesté? Les gens qui détestent le jeu. Non, vraiment, j'ai rien détesté. Même les défauts, je veux dire, les bugs, il y en a quasiment... Enfin, il y en a pas tant que ça. Moi, j'en ai quasiment pas eu. Toi, t'en as eu un grave, mais moi, j'en ai quasiment pas eu. Oui, parce que ça, on en a pas parlé. Il y a quand même des bugs, mais pour un jeu Bethesda, franchement, il y en a quasiment pas. On est quand même vachement propre là-dessus. On le sent qu'ils ont mis plus de temps pour bien développer pour que le jeu il sorte proprement. Mais notre cher Faro a eu un petit problème de quête principale. Mis à part la quête, toute chose à un prix, qui est la quête la plus buggée du jeu. Voilà. Je pourrais mentionner un petit truc vite fait. Les PNJ ne sont pas tuables dans Starfield. Les PNJ nommés ne sont pas tuables et ça hurle au scandale. En fait, la vérité, c'est que si les PNJ ne sont pas tuables, c'est parce qu'à l'époque de Skyrim, il y a énormément de scripts de quêtes qui ont complètement bugué, notamment la quête du sang sur la glace dans Skyrim à l'époque, qui avait complètement bugué parce qu'il suffisait que tu aies tué une personne à Vendôme innocemment pour foirer tout le script de quête de la ville. Voilà. On s'en souvient. Je pense que c'est l'une des raisons principales de pourquoi on ne peut quasiment pas tuer. Et ça, c'est, je vous le dis d'avance, c'est la chose que j'ai le moins aimé sur Starfield, fatalement, réellement, mais je suis conscient qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc voilà. Mais avant de dire ma chose positive, ce que j'ai vraiment adoré, je vais laisser Utgard parler. Ah, difficile. Alors, donc, tu veux la chose qu'on déteste ou qu'on a appréciée en premier là, la question. Les choses que tu as appréciées, même si je sais ce que tu vas dire. En un mot, la liberté. Ah, je pensais que c'était la construction de vaisseaux. Non, mais ça en fait partie, mais dans le sens, la liberté de vraiment pouvoir faire absolument ce qu'on veut dans le jeu. Que ce soit justement construire son propre vaisseau, ou sa base sur une planète, que ce soit de faire des petits boulots de transport cargo, que de faire du chasseur de primes, que de se focaliser sur la quête principale, que d'être le gars le plus droit comme le pire des connards. C'est vraiment la liberté de choix et de gameplay qui en découle. Pour moi, c'est beaucoup en fait. Pour moi, c'est vraiment comme pour le coup annoncé par Teleworld, c'est vraiment l'épopée de l'espace en fait. C'est vraiment votre aventure dans l'espace et de comment vous allez gérer ça. Quelle personne vous voulez devenir en fait dans c'est vraiment ça. Et c'est vraiment tout cet aspect liberté et vraiment de choix de ce qu'on fait qui est poussé, qui moi me fout par terre parce que c'est vraiment, je m'attendais pas quand je lance Starfield à la base, je m'attendais pas à avoir autant de choix possibles de quoi faire en fait et de comment aborder les choses. Et c'est vraiment pour moi l'élément essentiel qui fait de Starfield qui fait de Starfield un bon jeu, c'est la liberté qu'il nous offre. Après pour ce qui est de la chose à contrepartie qui me fait un peu tilter, en soi c'est pas le jeu en lui-même, c'est les critiques qui se mangent en ce moment, tous les gens qui se disent déçus en mode ah mais je m'attendais pas à ce que Starfield soit ça, en mode on a l'impression ces gens qu'on leur a vendu de la publicité mensongère, mais non les gars, vous êtes juste pas préparés à ce que Starfield était. Vous êtes bourré le mou pour rien en fait. Là, c'est ce genre de comportement qui fait qu'après les gens ils vont boycotter un jeu pour aucune raison. Tu vois. Mais sinon, moi j'ai pas de
j'ai pas de gros défauts qui me viennent en tête pour le moment sur Starfield, qui fait que je pourrais détester, qui fait que je pourrais détester ou avoir une aversion, parce que pour l'instant des bugs, j'en ai pas eu, très étonnant dans mon jeu Bethesda, hein. Mais non, j'ai pas eu de bug, quoi. Donc après, restera à voir si c'est juste moi qui est chanceux ou si j'en aurais peut-être. Après, je dis ça, mais autant demain j'en aurai des bugs de Starfield. Voilà, mais sinon j'ai pas d'éléments vraiment flagrants qui me quittent actuellement dans le jeu. Voilà, du coup, Bon, bah, vu que vous avez dit chacun votre qualité, vos défauts, il est temps de dire ma qualité. Yep. Vu que j'ai globalement dit mon défaut, qui est globalement les problèmes de routine et forcément le fait qu'on peut pas tuer tous les PNJ, ce qui la fout un peu mal après un Outer World et après un Baldur's Gate 3, ça je pourrais réellement comprendre, même si de nouveau c'est encore des jeux différents, donc c'est pour ça que je suis un peu plus tolérant là-dessus. Pour moi, la qualité, c'est à quel point Bethesda arrive à rendre les factions les plus inintéressantes très intéressantes. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé incroyable. Typiquement, pour vous expliquer, je déteste l'UC. Je trouve qu'en termes de design parlant, c'est pour moi la plus mauvaise faction du jeu. Je n'aime pas l'UC et j'ai décidé de faire leur série de quêtes pour m'occuper, pour me faire de l'argent en tant que mercenaire et ce genre de choses. Je ne vais pas spoiler l'intrigue, je dirais juste que ça enchaîne plot twist sur plot twist sur plot twist. Je me suis retrouvé dans des situations de merde et ce genre de choses. Je me suis retrouvé avec des choix super intéressants et des conséquences extrêmement importantes. Et j'ai fini l'UC, j'étais sur le cul et je me suis dit what? C'était ça l'UC, c'était incroyable. Et pour moi, franchement, Bethesda, c'est la première entreprise de jeux vidéo qui a réussi à me faire adorer une faction que je détestais pendant plus de 60 heures. Et ça, je leur dis GG. Je leur dis GG, il n'y a pas de problème. Et c'est cette qualité narrative, cette qualité d'écriture que possède Starfield, que je ne comprends pas comment ils l'ont développé. Je ne comprends pas comment les développeurs de Fallout 3, qui ont fait 10 quêtes secondaires dans Fallout 3, avec très peu de choix, je ne comprends pas les mecs qui ont fait Fallout 4 avec même pas 15 quêtes secondaires, et qui ont fait Skyrim où le 95% des quêtes étaient des quêtes FedEx, avec quelques quêtes narratives intéressantes qui étaient soit ultra clichés ou absolument pas intéressantes et ce genre de choses. Je ne comprends pas comment ils ont réussi à gagner un gap comme ça au niveau de l'écriture. Vraiment, à croire que les développeurs de CD Projekt qui se sont barrés, ils ont été recrutés par Bethesda. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'ils aient gagné autant en qualité. Bref, on en a fini. Il reste plus qu'une chose à dire maintenant, c'est la conclusion. Maintenant qu'on a fini tout ça, Utgerd, on va commencer par toi. Oh. Quelle note tu mettrais à Starfield? Sur 20 donc. Après, honnêtement, pour l'instant, pour moi, c'est difficile de mettre une note parce que j'ai pas encore torché le jeu à son plein potentiel selon moi. Mais jusqu'à présent, si je devais lui mettre une note par rapport à ce que j'ai vécu en jouant au jeu, je lui mettrais, honnêtement, je lui mettrais un bon 18. Franchement, je lui mettrais un bon 18. Parce qu'il a vraiment énormément à proposer. C'est vraiment un jeu qui a énormément à proposer. Je sens que je lui ai passé un temps fou. C'est déraisonnable à quel point ce jeu propose autant de contenu. Moi, c'est pas compliqué. À la base, j'étais parti pour un 18. À cause des problèmes de routine, à cause que j'aurais aimé mieux pour l'exploration spatiale, et le fait que il y a quand même quelques petits soucis techniques comme la synchro labiale qui auraient pu être quand même, ils auraient quand même pu faire en sorte, plus le gros bug que je me suis pris, ça tapait sur le 18. Sauf que j'ai pris du recul. J'ai testé la New Game Plus, j'ai testé les possibilités de la New Game Plus.
j'ai vu les dialogues dans sa globalité, j'ai vu ce que je pouvais faire dans le jeu. J'ai pleuré. Il y a une scène de la quête principale, je vous dirai pas quoi, mais j'ai pleuré. Et moi, je me suis dit, Starfield, c'est le premier jeu qui a réussi à me faire pleurer. Alors, Cyberpunk avait quand même réussi à me faire pleurer dans une quête secondaire. Donc, au moins, je félicite que c'était l'une des seules quêtes que j'ai kiffé d'ailleurs. Donc, je trouve absolument incroyable à quel point Bethesda a réussi à tellement me mettre dans la quête principale que j'ai lâché des larmes et que j'ai eu le sentiment d'avoir merdé alors que je sais que c'était le meilleur choix à faire. Et ça, pour moi, on n'est plus sur un jeu vidéo. Pour moi, Starfield n'est plus un jeu vidéo. On est sur une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui te permet de te donner des émotions. Pour moi, c'est inégalable en termes de ressenti que j'ai eu. Je sais pas si la note sera correcte, mais avec ce que j'ai senti en jouant à Starfield, avec ce que j'ai vécu en jouant à Starfield, et quand je regarde mes heures Steam, et que Steam me dit, écoute mec, t'as encore la moitié t'as encore la totalité des quêtes du Néon Atlantis, la totalité des quêtes d'Aquila, t'as encore la flotte écarlate à faire, t'as juste 150 heures mec. Moi quand je vois ça, je me suis dit, ok, tu mérites ton 19 sur 20. Certes, t'as des défauts, mais tu as tellement de qualité Starfield que je ne peux pas t'en vouloir. Et je pense que c'est l'un des rares jeux vidéo dans le monde qui a vraiment ce pouvoir sur moi, ce pouvoir de me dire que je ne suis pas capable de mal noter Starfield parce que j'ai trop pris mon pied, j'ai trop vu de qualité, je me suis trop évadé dans ce jeu et j'ai l'impression de retourner en enfance. J'ai l'impression de retourner en enfance à l'époque d'Oblivion où je pouvais passer des centaines d'heures, m'échapper complètement et oublier tout le reste. Et rien que pour ce sentiment que Bethesda est revenu à l'époque d'Oblivion, à mon époque d'enfance, je suis obligé de lui mettre un 19 sur 20. Clairement. Et le pire, c'est que j'ai pas exploité maximum la New Game Plus. J'ai pas exploité les quêtes secondaires narratifs des autres villes et ce genre de choses. Et que clairement, je sais que Bethesda mériterait son 19 et je comprends les 10 sur 10. Je comprends les 5 sur 5 sur Internet. Je comprends aussi les 18 et les 7 sur 10, parce que de nouveau, le parti pris peut ne pas apprécier, mais je trouve que le parti pris est complètement assumé et rend l'œuvre crédible. Sur ce, on va laisser Yushibi terminer la vidéo en disant sa conclusion à lui et sa note. C'est un honneur que tu me fais là. Mais c'est bien parce que du coup... on va suivre un certain ordre logique dans les notes. Je t'avais dit à peu près entre quelle note et quelle note j'hésitais, entre le côté un peu plus objectif et le côté purement subjectif. Le fait est que tu as pris le parti pris un peu plus de la subjectivité dans la tienne. Je vais prendre moi aussi cette voie-là. Et moi je vais y aller à fond par contre, parce que moi de toute façon je suis toujours dans l'extrême. Je n'ai plus été à fond dans un jeu à ce point, à part avec Nier Automata, qui me durera quand même moins longtemps. Et contrairement à Nier Automata, j'ai fait de nuit blanche entière dans la même semaine. et sinon je ne dormais que 4 heures par nuit. Parce que j'étais obsédé, omnubilé. J'avais moi aussi l'impression un peu de replonger à l'époque, moi qui suis un peu plus jeune que toi, à l'époque où j'ai découvert Skyrim. Moi j'ai découvert Bethesda grâce à Skyrim, et pareil j'étais obnubilé, j'étais à fond dedans, mais je m'évadais complètement. Starfield me fait la même, il m'a retourné le cerveau. Il m'a torturé avec certains choix, il m'a fait voyager dans tous les sens du terme. J'ai rarement autant lu un lore, que ça soit dans les bouquins, que ça soit les notes, que ça soit qu'est-ce qui s'est passé à telle personne, pourquoi est-ce que y a des cadavres dans cette base, dans ce vaisseau. Encore une fois, la flotte écarlate. Punaise, qu'est-ce que ça m'a choqué. J'ai vraiment bloqué sur la dernière quête, mais enfin, l'avant-dernière techniquement.
Moi, je mets un 20. Je mets un 20 parce que j'aime tout. J'aime tout. Alors, il y a des problèmes, hein. Il y a des problèmes, il y a des défauts, mais il y a une telle évolution. Il y a une telle évolution, à mon sens, dans l'écriture, dans la liberté, dans les colonies. C'est perfectionnable. Tout est toujours perfectionnable. Et techniquement, rien ne sera jamais parfait. Aucun jeu n'est parfait. Et ne sera parfait, en fait. Il le sera à la limite à un instant T et il sera dépassé dans 6 mois. Mais des gens se permettent de mettre des 20 des gens et des journalistes se permettent de mettre des 20 à des jeux à leur sortie. Moi, je vois pas pourquoi j'en aurais pas le droit de mettre ça à un jeu qui propose un contenu immense, une écriture excellente, une prise de risque maîtrisée et appréciable. D'un point de vue personnel, j'ai pas fini. J'ai pas fini avec Starfield. Je vais devoir m'en aller et m'éloigner de cette galaxie pendant un temps pour des raisons personnelles. Mais je vais y penser et quand je vais à nouveau pouvoir me replonger dedans, je vais m'y replonger, mais à pieds joints. Je pense que je passerai plus vite la barre des 1000 heures sur Starfield que je l'ai faite pour Skyrim, tout support confondu. Ce jeu est excellent, prenez-le. Je suis pas payé, hein. Je suis pas payé, mais prenez-le. Il est incroyable. Clairement, je veux pas faire le fanboy. C'est que si moi je mets un 19, c'est parce que de nouveau, je parle vraiment de qualité, ce genre de choses. Et ce genre de choses, j'essaie d'être objectif. Éventuellement, si vous voulez une note un peu plus objective, je dirais 18 sur 5. Je dirais 18 sur 5 parce qu'effectivement, il y a des coquilles et ce genre de choses. Mais voilà, mais clairement pour moi le 19 me paraît un peu plus logique parce que la structure narrative est complètement unique pour un jeu vidéo de SF et ce genre de choses. Voilà, on n'est pas sur une structure narrative comme Baldur's Gate 3 quand j'ai dit dans ma vidéo. Il n'y a pas ce même genre de problème. Magnifique bug que j'ai, je vais certainement mourir, mais c'est pas grave. Voilà. Mais bref, c'est pour dire, tout est l'avis de chacun. De toute façon, le problème des scénarios, c'est que les scénarios, on est obligé d'être objectif. On peut pas être subjectif. Enfin, si, on est obligé d'être subjectif plutôt, parce que on peut pas être objectif avec un scénario. Certains vont considérer Baldur's Gate 3 comme un chef-d'œuvre contemporain. Moi, je considère que c'est sympa sans plus. Certains vont considérer que Starfield est la meilleure écriture de SF qui existe. D'autres vont trouver que c'est pas terrible. Certains trouvent que le scénario de Skyrim est excellent. D'autres trouvent que le scénario de Cyberpunk est impressionnant. D'autres trouvent que le scénario des Schtroumpfs est sensationnel. Au final, on est tous différents. On est absolument tous différents. Donc clairement, on peut pas juger sur le scénario. Mais de nouveau, comme je vous dis, à partir du moment où un scénario arrive à me faire pleurer pour la mort d'un personnage, au moment où le scénario arrive à me mettre en colère à cause d'un personnage, au moment où l'antagoniste est tellement charismatique que m'a fait paniquer, m'a fait hurler de peur, et qui fait que quand il m'a attaqué, j'ai essayé de m'enfuir, j'ai essayé de crier, j'étais en panique totale, parce que je sentais que j'avais aucune chance de gagner. Et ça, il n'y a que dans Starfield que j'ai senti autant d'émotions en même temps, depuis l'époque d'Oblivion, où quand j'étais gamin, j'avais la même panique. Quand je suis rentré dans une porte d'Oblivion, j'étais terrorisé. Quand j'ai dû affronter Mérunès Dagon, j'étais terrifié. Quand j'ai vu Mankar Camoran tuer mes amis dans Oblivion, je voulais le tuer, j'étais en colère. Et j'ai même été triste de la mort de certains personnages et ce genre de choses. Je pense notamment à Staada, qui est donc la capitaine de la garde des Saintes Dorées dans Oblivion. Quand elle est morte dans Shivering Ice, j'étais extrêmement triste. Je m'autorise à faire un spoil d'un jeu qui a 17 ans maintenant quand même. Donc voilà. Donc bon, c'est ça le truc, c'est que il y a vraiment aucun jeu qui m'a mis dans cet état comme ça. Et pour moi, il mérite amplement sa note, et parce que les défauts, pour moi, sont défauts. Parce que de nouveau, Skyrim Starfield est un RPG, c'est un Skyrim de l'espace, comme m'a dit Bethesda, et clairement, ça l'est. On a notre Elder Scroll post-apocalyptique, maintenant on a notre Elder Scroll de SF, avec en plus de la SF réaliste. Vous savez, la chose qui galère absolument à se vendre, et ils ont réussi à faire en sorte que ça se vend plus qu'un Mass Effect ou un jeu Star Wars. Mais on en est où ?
On est dans quel niveau quand même? En faisant un truc réaliste, sans race alien, sans armes laser du turfu, sans vaisseau extraterrestre destructrice de planètes, et sans Marissou capable de maîtriser la force en notre mouvement, ils ont réussi à faire un truc qui se vend plus que ça. Et ça, pour moi, c'est absolument incroyable. Et il n'y a que Bethesda qui arrive à créer un univers où on a un univers cyberpunk, un univers space cowboy, un univers ultra réaliste et autres, et un univers type Star Trek Mass Effect dans la même galaxie. Il n'y a que Bethesda qui a vraiment ce don pour tout fusionner, ce genre de choses, et ça c'est un truc que je trouve absolument incroyable. Oui, la technique galère, mais c'est pas à cause du jeu, c'est à cause que le jeu propose trop de contenu, donc forcément il faut nerfer des trucs pour que les PC et les consoles puissent tenir. Oui, la routine n'est pas terrible, mais uniquement à New Atlantis. Le reste des villes, la routine fonctionne majoritairement bien, et si les routines sont nerfées, c'est au détriment du scénario, du gameplay et des systèmes. Donc c'est acceptable. Oui, l'exploration spatiale aurait pu être mieux, mais l'exploration spatiale aurait pu être mieux au détriment des villes. Parce que de nouveau, le jeu est trop ambitieux pour notre génération. Et je pense que ce discours de fin me fera comprendre que Elder Scrolls 6 ne sortira pas sur série X et sortira certainement sur la prochaine génération de consoles. Bref, c'était un magnifique discours. Vous pouvez considérer que les notes sont peut-être un peu exagérées, ce genre de choses, surtout de la part de Yushibi qui le met à 20 sur 20. C'est son droit, c'est notre droit. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense... Il y a bien des gens qui ont fait ça pour The Last of Us 2. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais étant donné que moi, j'essaye d'être un peu plus intègre que les journalistes, voilà. Je sais que peu de gens regarderont les 2h20 de vidéos entières. Très peu de gens le feront. Je vous remercie ceux qui ont été jusque-là et qui ont maté les 2h20. Que vous ne soyez pas d'accord avec les notes, c'est votre droit. Mais sachez une chose, vous pouvez me cracher dessus parce que j'ai mis 15 sur 20 à Baldur's Gate 3. Vous pouvez me cracher dessus parce que je mets 19 sur 20 à Starfield. Mais sachez une chose, je veux pas faire un peu l'arrogant en disant j'ai plus d'heures que vous, ce genre de choses. Mais quand vous aurez vécu un peu mon background de RPG et ce genre de choses, parce que je bouffe ça depuis 20 ans, hein, je joue quasiment que à ça, j'ai un affect très particulier. Donc quand je vous dis que Starfield mérite un 19 sur 20, c'est pas pour faire joli. Et si je vous dis que Baldur's Gate 3 un 15 sur 20, c'est pas pour faire joli non plus. C'est parce que j'ai bouffé que ça. J'ai bouffé que ça. Et voilà. De toute façon, je crois que j'ai suffisamment débattu dans les 3 vidéos à ce sujet. Bref, à la prochaine. C'était Pharaoh Ocedius, c'était Utgard Lodbrok, et c'était Yushibi Enders. On se revoit certainement pour une prochaine fois, parce que je pense que le contact s'est tellement bien passé avec cette vidéo que nous allons, je pense, faire des vidéos pour chaque extension de Starfield, tout simplement. Donc on se reverra certainement tous les 3 pour la prochaine extension de Starfield. Bon, étant donné que la prochaine extension de Starfield, c'est pas pour tout de suite et ça nous laisse un petit moment. Donc, à la prochaine. Je pense pas que je referai de vidéos cette année, en vrai, parce que je vois pas qu'est-ce que j'achèterai d'autre. Éventuellement Mortal Kombat et Total War Pharaohs, mais sinon on se reverra pas de l'année, je pense. Allez, à la prochaine. Salutations.